Monsieur le Premier ministre, c'est assez interpellant en réalité votre réponse tant sur le fond et j'ai envie de dire encore plus sur la forme et vous ne manquez pas de reproduire ce qui vous est reproché et ce qui vous a été reproché déjà la dernière fois, à croire que non content de ne pas aimer le Sénat, c'est le Parlement que vous n'aimez pas en réalité. Alors, vous reprochez aux parlementaires de se répéter et de répéter les arguments ici à la Chambre qu'ils ont développés au Sénat. Ben oui, je l'assume. Nous ne sommes pas des sénateurs. Ça vous aura peut-être échappé. Nous sommes des députés à la Chambre des représentants dans un système bicaméral. Et par conséquent, dans un système bicaméral, on peut refaire des débats. Et il est légitime et on doit refaire les débats. C'est même le sens de la manière dont la Constitution se révise et dont toutes les législations qui sont encore bicamérales doivent s'adapter. D'autre part, le Sénat n'est pas encore supprimé et donc il existe encore une assemblée parlementaire à part entière et on reste parfaitement libre dans cette commission de poser de nouvelles questions, de poser de nouveaux débats qui nous semblent essentiels et je crois considérer, j'ai cru entendre que même dans votre majorité, en réalité, après 3 semaines de réflexion, il y a des nouvelles questions qui arrivent et qui font jour et donc il est effectivement sain. Et c'est même d'ailleurs le sens de cette procédure. Mais surtout, et c'est là le fond du problème, si nous nous répétons selon vous, si nous développons notre argumentation selon nous, c'est parce que les retours que nous avons eus de nos collègues du Sénat sont clairs. Comme ici, vous n'avez pas répondu. Et comme ici, vous n'avez pas été convaincant. Alors, après vous avoir entendu, on doit effectivement faire et renouveler ce constat. Vous avez refusé avec votre majorité d'organiser des auditions. Alors, pourquoi? Quel était le motif de ce refus persistant? Et je veux, comme d'autres, insister sur ce point parce qu'il était central. Vous refusez, enfin non, plutôt vous souhaitez supprimer une institution bicamérale qui insiste et qui existe depuis 2 siècles. Un pilier de cette architecture démocratique qui, effectivement, réforme après réforme et année après année, s'est vu retirer toute une série de compétences et aujourd'hui, après le retrait de ces compétences, on lui reproche son inutilité. Mais c'est aussi un lieu intéressant et ça aurait pu être un lieu de réforme. Et vous souhaitez le faire sans entendre non seulement un seul expert, sans entendre la société civile, sans entendre les entités fédérées premières concernées et en particulier, je vous le disais, la communauté germanophone et ceci n'est pas un détail. Ça n'est pas juste une question d'organisation interne des travaux. On a mis plusieurs mois avant d'être fixé ici en première lecture et on vient de nous mettre 3 semaines, largement le temps d'organiser des auditions, entre la première session de cette première lecture et la seconde session de cette première lecture. Dans toute démocratie digne de ce nom, une réforme institutionnelle d'une telle ampleur aurait appelé un débat éclairé, contradictoire et ouvert. Elle aurait appelé l'écoute de celles et ceux qui travaillent sur ces questions, qui en analysent les implications et qui en subiront directement les conséquences. Or ici, vous décidez simplement de faire l'inverse. Vous avez raison, seul contre tous, tout le monde a tort, et vous donc décidez d'avancer sans écouter personne d'autre. Vous avez opposé 2 arguments pour justifier ce refus. D'abord, affirmer en réalité que les auditions sont inutiles parce qu'elles avaient déjà eu lieu. C'est faux et c'est inexact. Les travaux antérieurs auxquels vous faites référence ne portaient pas sur la suppression du Sénat, ça a déjà été dit. Ils portaient sur son fonctionnement, ses évolutions et l'éventuelle piste d'amélioration du bicaméralisme. Mais aujourd'hui, la question que vous posez, elle est d'une toute autre nature. Est-ce qu'il faut supprimer le Sénat purement et simplement et avec quelles conséquences institutionnelles démocratiques ou fédérales? Or, cette question, elle n'a jamais fait l'objet des auditions antérieures. Elle n'a jamais fait l'objet des débats antérieurs. C'est les questions qu'on a essayé de vous poser, les collègues au Sénat et ici, à plusieurs reprises, et auxquelles vous refusez systématiquement de répondre par des expressions que je tairai ici. Or, cette réforme institutionnelle, et cette réforme institutionnelle d'ampleur, elle ne doit être guidée que par... Elle ne peut pas être guidée par une logique de rapidité, mais par une exigence de rigueur. Parce que chacun sait que le calendrier des travaux a déjà été étiré dans le temps, et comme je l'ai dit, il a été possible de recourir et de réaliser ces auditions
Alors, ce que ça nous dit ici, Monsieur le Premier ministre, et votre attitude au cours de ces 2 commissions ne nous fait que le confirmer, c'est qu'en réalité, vous ne souhaitez pas la confrontation. Et vous ne souhaitez pas la confrontation d'idées. Vous ne souhaitez pas la confrontation et vous ne souhaitez pas le débat. Ce débat avec nous, il est à peine mené. Le débat avec la société civile, il est éludé. Le débat avec vos partenaires institutionnels de la communauté germanophone, il est absolument nié. Or, en démocratie, le débat, ce n'est pas un obstacle. Le débat, c'est une richesse. Et puis, vous attaquez. Vous attaquez sur le recours à l'article 195 de la Constitution. Là aussi, je dois vous le dire, Monsieur le Premier ministre, nous n'avons pas été convaincus par vos explications sur le recours à ce dispositif et à cette mécanique. Parce qu'une question se posait. Pourquoi ouvrir cet article à révision si cela n'est pas indispensable? Or, vous ne répondez pas à cette question. Et surtout, vous confirmez que vous vous écartez en réalité des balises qui avaient été adoptées, qui avaient été décidées et qui encadraient l'usage de cette procédure qui, pour rappel, se devait être exceptionnelle. Parce que l'article 195, ça n'est pas une formalité technique, c'est le cœur finalement de la protection constitutionnelle. Cette procédure de révision, elle est rigide, certes, mais elle impose 2 tours, 2 phases, 2 discussions, un préconstituant et un constituant. Elle est peut-être trop rigide, et peut-être devrait-on en discuter ici. Mais j'ose espérer que le jour où nous en discuterons ici, ce sera dans de meilleures conditions que dans les conditions, finalement, que celles que vous nous imposez aujourd'hui. Or, qu'est-ce que l'on constate? On constate précisément que vous utilisez un mécanisme qui permet de contourner l'ensemble des garanties et que ces garanties sont qualifiées de centrales par la Commission de Venise elle-même. Alors, cette commission, elle avait rappelé que cette rigidité, elle était nécessaire et elle ne constitue pas un simple formalisme. Elle vise à assurer une chose, la maturité des réformes. Or, la célérité que vous nous imposez va à l'encontre de la moindre maturité. Elle évite les modifications hâtives. Elle a pour objet d'ancrer la révision constitutionnelle dans un moment démocratique élargi. Et le côté élargi n'est pas anodin ici, en associant notamment directement le citoyen à travers la phase de l'élection. La Commission de Venise avait elle-même souligné cette phase-là participe à la légitimité démocratique de toute réforme. Et ce que vous faites, c'est vous ignorer le contexte dans lequel ce dispositif a été utilisé, qui était, et de l'aveu même de la Commission de Venise, une exception liée à une crise institutionnelle importante. La Commission avait insisté sur cet élément fondamental. Et elle rappelle que la modification qui était intervenue en 2012 s'inscrivait dans une situation particulière, marquée par une crise politique, par une crise institutionnelle, avec une incapacité prolongée à former un gouvernement en raison d'un blocage institutionnel. Et que c'est dans ce cadre qu'une procédure exceptionnelle a été envisagée pour permettre la mise en œuvre et la mise en place d'un gouvernement socio-économique d'un côté et la mise en œuvre d'un accord institutionnel de l'autre, avec, il faut le rappeler tout de même, aussi une réalité politique très différente de celle d'aujourd'hui, une majorité des 2/3 et une double majorité linguistique, là où votre réforme au Sénat est passée sans majorité dans le collège francophone. Ce n'était pas un modèle de réforme à adapter et à adopter et à reproduire. C'était une réponse circonstanciée à une crise et à un contexte majeur à l'époque. Alors, notre question, elle était là. Où se situe la crise aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre? Vous-même indiquez qu'il n'y a pas d'urgence. Et nous ne sommes pas confrontés à une paralysie institutionnelle, si ce n'est à une volonté politique, finalement, de supprimer une institution qui participe de notre démocratie. Mais pour ce faire, vous utilisez un processus exceptionnel qui était réalisé dans des conditions de crise pour en faire un processus régulier et supprimer une institution démocratique. C'est aujourd'hui un détournement de la procédure par le biais du 195, et c'est un détournement qui ne permet ni transparence complète, ni ouverture aux experts, ni audition de la société civile, ni écoute des entités fédérées, ni débat contradictoire dans ce Parlement. Il s'agit là de défaillances en cascade
par la mobilisation en réalité de ce processus d'exception en dehors des circonstances d'exception, et vous banalisez donc là l'exception. Sur la représentation germanophone, alors, quelle est votre réponse concernant la représentation germanophone? Nous l'attendons toutes et tous. Et je pense que le collègue Franck attend encore une réelle réponse, puisque phase après phase, en réalité, vous êtes le spécialiste du découpage de dossiers. Vous engrangez, c'est ce que je vous disais la première fois, vous engrangez un premier accord en disant qu'il ne vous lie pas au second, puis engrangez un second en indiquant qu'il ne lit pas le troisième. Et puis aujourd'hui, nous sommes au troisième ou au quatrième en indiquant qu'il ne lira pas le cinquième, mais vous ferez malgré tout le reproche à vos partenaires de ne pas voter l'accord suivant dès lors qu'ils ont voté les 3 précédents et leur reprocherez leur cohérence. Et c'est là que l'on vous dit le stop, en réalité, monsieur le Premier ministre, puisque aujourd'hui, effectivement, ce Sénat constitue bien plus qu'une assemblée. Il est dans sa configuration actuelle la Chambre des entités fédérées, le lieu où les communautés et les régions participent directement au niveau fédéral. Et cela vaut pour toutes les entités fédérées et surtout pour les plus petites d'entre elles, à savoir la communauté germanophone, mais pas que, je l'ai dit. Aujourd'hui, la communauté germanophone dispose d'un représentant garanti au sein du Sénat, désigné par son propre Parlement, et ça n'est pas un détail institutionnel, c'est le seul mécanisme qui assure de manière certaine que cette communauté soit présente au niveau fédéral dans le processus parlementaire. On en parle moins, mais je le disais, la première fois, dans le cadre des accords BHV judiciaires, pour maintenir la garantie de cette communauté néerlandophone de Bruxelles dès lors qu'elle ne serait plus représentée mécaniquement à la Chambre des représentants parmi les 21 députés qui existaient alors et pour s'assurer de leur représentation, le Sénat a été modifié à l'époque. Et le Sénat a garanti à nouveau cette représentation communautaire et cette représentation institutionnelle totale au niveau fédéral. Autrement dit, le Sénat, ce n'est pas simplement un lieu de débat pour la communauté germanophone, il est son unique point d'ancrage institutionnel garanti au niveau fédéral, d'autant plus lorsque l'on sait comment fonctionne désormais le comité de concertation et la considération qui est donnée aux autres entités fédérées dans le cadre de ce comité de concertation. Alors la suppression du Sénat, elle soulève une question fondamentale et concrète. Comment garantir demain que la communauté germanophone continue à être représentée dans les institutions fédérales? Or, à cette question, aucune réponse n'est donnée. La seule chose que vous nous dites, c'est trop tôt. Votez, donnez-moi ce chèque en blanc, laissez-moi poursuivre les discussions et nous verrons comment on atterrit. Mais c'est un peu léger, vous l'admettrez, monsieur le Premier ministre. Je me souviens de vous, il y a à peu près 1 an, qui déclariez, lorsque vous étiez invité de la communauté germanophone, on va vous trouver une solution. 1 an plus tard, à titre personnel, oui. Et la solution, on l'attend toujours. Pire encore, toutes les analyses convergent. La suppression du Sénat en l'état entraînerait effectivement cette disparition de cette seule représentation garantie. Et c'est la raison pour laquelle les autorités germanophones elles-mêmes ont tiré la sonnette d'alarme, elles-mêmes ont demandé à être entendues et jusqu'à ce jour n'ont toujours pas reçu d'invitation à l'être. Ce n'est pas une revendication marginale, c'est une demande constante qui est portée depuis des décennies précisément par cette communauté parce qu'elle ne bénéficie pas des mêmes garanties de représentation que les autres au niveau fédéral. Et cette inquiétude de la communauté germanophone, elle est largement partagée. La disparition du Sénat sans mécanisme alternatif fera perdre à la communauté germanophone son seul accès institutionnel. Or, dans un État fédéral construit sur les notions d'équilibre entre ses composantes, ce point d'équilibre et la perte de ce point d'équilibre n'est pas un enjeu secondaire, c'est un enjeu fondamental et c'est même une question de principe. C'est cela qui permet de garantir le principe de la loyauté fédérale. Mais cette loyauté fédérale semble disparaître dès lors qu'aucune solution crédible n'est mise sur la table pour remplacer ce mécanisme de sa représentation. À cela s'ajoute un troisième élément, et vous nous expliquez que cette question pourrait être réglée plus tard. Vous demandez
à cette Assemblée donc de voter aujourd'hui la suppression d'un mécanisme qui garantit, en renvoyant à demain sans garantie, sans calendrier, sans engagement, finalement, la solution qui devrait la remplacer. C'est une inversion totale de la logique institutionnelle, une négociation institutionnelle et des textes institutionnels, Monsieur le Premier ministre, ça se négocie et on apporte des réponses au Parlement. On ne demande pas au Parlement d'attendre, de voter des premiers textes et de nous fournir des réponses plus tard. Ce n'est pas comme ça que l'on discute. Sur la démocratie participative, puisque là aussi des questions vous ont été posées et là aussi aucune réponse ne nous a été offerte. C'était cette transformation du Sénat était l'opportunité en réalité de transformer cette réforme en un véritable levier de renforcement démocratique. Vous décidiez de supprimer le Sénat, soit, mais ne pouvions-nous rien mettre à la place? Car cette question, elle n'est pas seulement institutionnelle, elle est démocratique. On est confronté aujourd'hui à une réalité que personne ne peut ignorer, une défiance croissante des citoyens à l'égard des institutions. Et ce sentiment d'être mal représenté s'installe. Et il s'installe, et j'ai envie de dire, il est légitimé quand ces mêmes personnes qui aujourd'hui encore ont confiance dans les institutions, parce qu'elles s'adressent à nous, parce qu'elles souhaitent être entendues, se voient la porte fermée. Alors, l'idée, c'était de rapprocher finalement les citoyens de la décision publique. L'idée, c'était de recréer du lien. L'idée, c'était de redonner du sens à la participation démocratique. L'idée, c'était à tout le moins de mener ce débat avec les principales et les principaux concernés. Ces concernés-là ne trouvent effectivement qu'une porte close aujourd'hui. Et en échange, il n'y a rien mis sur la table alors qu'il y avait là une réelle opportunité pour renforcer la participation citoyenne. Or, des propositions existent. Elles ont été formulées par des organisations où les citoyens sont investis et croient finalement à cette relation. On va parler du G1000, Cap Démocratie, Agora Belgium, Démocratie XXL, qui travaillent depuis des années sur ces questions et qui ont développé des modèles qui sont concrets, testés, opérationnels, pour intégrer des citoyens dans un processus participatif, voire décisionnel. Ils ont proposé d'inscrire l'ensemble de mécanismes divers comme les assemblées citoyennes permanentes, le tirage au sort, l'organisation de panels citoyens au cœur même de la réforme du Sénat, au lieu de le supprimer purement et simplement. Or, et c'est là le lien qui est intéressant, on doit constater que tant la société civile que la communauté germanophone n'a pas été entendue. Or, la communauté germanophone, et ça a été dit, elle organise de manière concrète et depuis longtemps un dialogue citoyen. Donc la seule institution qui n'a pas été entendue sur sa représentation fait déjà ce que la société civile et en son sein demande aux institutions fédérales, organiser finalement un lieu de participation. Ça aurait été une opportunité pour créer une nouvelle institution démocratique, pour redonner de la place au débat, à la délibération, pour répondre, en tout cas tenter de trouver une réponse concrète à la crise de confiance et moderniser notre démocratie en profondeur. Mais vous avez fait un autre choix, supprimer sans reconstruire, écarter les propositions de la société civile sans les examiner et passer à côté d'initiatives qui ont fait leurs preuves. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vous l'ai dit, et nous ne serons pas beaucoup d'accord, mais il est difficile pour moi d'être d'accord avec vous quand vous refusez de répondre à des questions. Au terme de cet échange, un constat s'impose. Sur la méthode, vous avez choisi d'avancer sans audition, sans débat, sans ouverture à la société civile, aux experts, aux entités fédérées, et vous avez privilégié la rapidité là où il fallait de la rigueur et du temps. Sur la constitutionnalité, puisque vous mobilisez un mécanisme exceptionnel en dehors d'une situation de crise et en dehors d'une situation qui en justifiait l'usage, sur l'équilibre fédéral, puisque vous supprimez un canal de représentation des entités fédérées sans créer de mécanismes alternatifs qui garantissent cette représentation, sur la citoyenneté et la démocratie, puisque vous n'écoutez pas et supprimez l'institution sans proposer d'alternative. Autrement dit, sur ces 4 enjeux fondamentaux, il n'y a
jamais eu de débat. Et les questions que nous vous avons posées n'ont pas reçu de réponse. Il s'agissait simplement d'avoir un débat ouvert, franc et éclairé. On doit constater qu'il n'a pas eu lieu. On a demandé des garanties. On doit constater qu'elles sont inexistantes. Au fond, c'est ça le problème de l'ensemble de cette réforme, c'est la crise de confiance qu'elle pose. Une réforme constitutionnelle ne peut pas être menée comme cela à la légère. Elle ne peut pas être réduite à un simple exercice de majorité. Elle exige et elle soumet finalement nos institutions à un débat et à plus de démocratie dès lors qu'on souhaite supprimer une institution démocratique. Alors réformer, oui. Comment? C'est une question. Simplifier, peut-être. Supprimer, non. Moins de droits, moins de démocratie ne sera jamais notre option pour le Parti socialiste. Et vous l'aurez compris, nous ne soutiendrons donc pas cette réforme et ce texte.